Qu'est-ce que le trouble de la personnalité narcissique? Le narcissisme, est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Qu'est-ce que le pervers narcissique? Welcome mes belles lumières d'amour et bienvenue sur cette chaîne. Tu es ici sur la chaîne qui s'appelle Les Enfants de la Lumière. Je m'appelle Alice Light, experte en pervers narcissique et fille de pervers narcissique. Bienvenue à toi sur cette chaîne. Et maintenant mes belles lumières, je vous invite simplement à aller chercher un stylo, un papier. On va faire quelque chose qui va vous surprendre mais qui est essentiel. On va aller chercher nos rêves. Et je vais commencer par le mien. Je vais écrire à chaque début de vidéo un petit rêve et je t'invite à faire la même chose. Tu n'es pas obligé si tu n'en as pas envie. Tout simplement parce que si vous avez été enfant de pervers narcissique, vous n'avez pas eu la possibilité, ni l'occasion, ni le droit de rêver et de vivre votre meilleure vie. Et on va aller changer ça tout de suite maintenant sur cette chaîne, je vous l'ai déjà dit. On ne s'intéressera pas qu'aux pervers narcissiques, mais surtout à vous. Et à chaque début de vidéo, on commencera par un rêve. Parce que dans la vie, tout commence par un rêve. Si ce pervers narcissique dans ma vie n'existait plus, qu'est-ce que je ferais? On va aller voir d'abord le trait narcissisme. Qu'est-ce que le narcissisme? Le narcissisme peut être sain ou bien malsain. C'est un trait qui est tout à fait normal. Il faut vraiment comprendre qu'en psychanalyse, dans la psyché humaine, il y a le fameux stade de l'enfant miroir chez l'enfant. Tout simplement, arrivé à un moment donné, la vie du bébé, celui-ci va apprendre à s'identifier dans le miroir. Il va pas forcément comprendre que c'est lui. Il va peut-être au début comprendre que c'est un autre. Il va peut-être avoir peur de son image. Et puis un jour, il va conscientiser que ce n'est pas un autre, mais c'est lui. Qu'il y a en fait un lui en dehors de la maman. Le moi de l'enfant souvent est confondu dans les premiers mois avec sa maman. Si vous regardez dans n'importe quel dictionnaire, vous découvrirez que le narcissisme est défini comme l'amour de soi excessif, l'amour de l'image de soi, associant sur et valorisation du soi et dévalorisation de l'autre. Mais il faut quand même comprendre qu'il y a le bon et le mauvais narcissisme. Il n'y a absolument rien de mal à se regarder dans un miroir et de réaliser à quel point on se trouve beau ou à quel point on s'aime en fait. À partir du moment où on n'est pas en train de détruire l'autre, de dénigrer l'autre et de lui dire que lui, à côté de nous, c'est de la merde, clairement, on n'est pas dans un narcissisme malsain. D'ailleurs, si on regarde l'origine du narcissisme, ça provient quand même de la mythologie avec l'histoire de Narcisse et Écho. En gros, à travers le mythe de narcissisme, il y a beaucoup d'interprétations, mais on apprend aussi cette histoire d'avoir la capacité de se regarder à travers son propre reflet. D'ailleurs, à la fin, Narcisse, officiellement, il meurt. Au moment où il se regarde dans la rivière et qu'il voit son reflet pour la première fois, il tombe tellement amoureux de lui-même. Il en arrête de vivre, de manger. Les mythes sont un peu excessifs et ils sont là pour nous raconter une histoire. Et bien sûr, on les interprète de la manière qu'on veut. Mais ce que l'histoire essaye de nous dire, c'est que le narcissisme, finalement, c'est cette capacité à se regarder dans un miroir et à en faire ou non quelque chose. À la fin, dans le mythe de Narcisse et Écho, Narcisse meurt. Mais ça peut être aussi une mort et une renaissance. La capacité qu'on a de se regarder dans le miroir et de choisir, de décider de ce qu'on voit, de s'aimer ou de se détester. En général, l'humain est capable de voir les deux. De manière générale, vous êtes sans doute capable de voir les deux. Il y a des choses dans le miroir que vous aimeriez chez vous et probablement d'autres choses que vous n'aimerez pas chez vous. C'est cette capacité à vous regarder dans le miroir qui vous définit aussi face à l'autre. Ça, c'est important de le comprendre. Le narcissisme peut être donc bon ou mauvais en fonction de la manière dont vous avez de vous percevoir. Si vous êtes dans l'excès et que vous dénigrez l'image de l'autre, il n'est pas forcément bon. Par exemple, je me rappelle d'une amie qui était vraiment génialissime, une amie adorable que j'aimais beaucoup. Mais aujourd'hui, on ne se voit plus. Tout simplement parce qu'elle était très narcissique. Pas de manière dénigrante, mais c'est vrai que par exemple, quand on marchait dans la rue, elle s'arrêtait en permanence pour se regarder dans les glaces, dans les vitres des voitures. Et c'était pas en soi déroutant. Mais ce qui était déroutant, c'est qu'en fait, elle ignorait complètement quand je me mettais à lui parler, parce que ce qui était plus important à ce moment-là, c'était l'image d'elle-même. Et les gens dans l'excès de narcissisme, je parle bien du trait de narcissisme, ne s'en rendent pas compte et ne le font pas dans l'intention de faire du mal. Donc il faut bien comprendre que le narcissisme, ce n'est pas forcément quelque chose dont le but est de faire du mal à l'autre, ce n'est pas quelque chose vraiment de malsain en soi. Il peut être mauvais à partir du moment où on ne prend plus en compte il y a d'autres personnes en fait. En fait, si on réfléchit un peu, le narcissisme
narcissisme sain, ça permet tout simplement de se créer sa propre image, d'être en accord avec ce qu'on est, ce qu'on dégage, ce qu'on ressent, et de pouvoir réaliser qu'on est pleinement soi, en fait, qu'on est intègre en soi, qu'on est nous, dans notre beauté, dans notre caractère, et en laissant l'autre avoir une place dans notre vie en face de nous ou à côté de nous, qu'il y a donc des échanges possibles avec ces êtres-là. D'opposition au mauvais narcissisme, où parfois on peut avoir cet ami, comme je viens de vous expliquer, qui en fait nous oublie et qui prend toute la place, c'est cette incapacité qu'ils ont finalement d'être entiers avec eux-mêmes et de s'aimer ou de s'accepter pleinement dans leur bon côté comme dans leur moins bon côté. Et finalement, ils ne peuvent plus donner la place à l'autre là où ils ne peuvent pas donner leur propre place à eux-mêmes. Maintenant, allons voir le trouble de la personnalité narcissique. Alors là, c'est autre chose. Ce qu'il faut bien comprendre avec le trouble de la personnalité narcissique, c'est qu'on ne naît pas comme ça, on le devient. C'est quelque chose de très conceptuel, c'est-à-dire que ça existe au sein du DSM. DSM, ce sont ces Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Ce sont des manuels diagnostiques des maladies, des désordres mentaux. En gros, ce sont les manuels qui recensent l'ensemble des maladies mentales qui existent. Je crois que ce sont aussi ces manuels-là qui sont utilisés pour diagnostiquer tout ce qui est de l'ordre de l'autisme, le spectre de l'autisme, tout ce qui est autistique. Et donc, c'est utilisé par les psychologues principalement. D'après le DSM, le trouble de la personnalité narcissique est décrit comme étant une personne ayant des idées de grandeur, qui ont vraiment un sens du grandiose exagéré, ils sont souvent dans l'envie des autres, ils peuvent vite jalouser ou envier quelqu'un si cette personne a quelque chose, son interprétation, le mettre au-dessus de lui. Ils ont vraiment ce besoin d'être reconnus dans le regard des autres comme étant quelqu'un d'exceptionnel. Ils ont besoin d'être perçus à travers le regard des autres comme quelqu'un d'exceptionnel, comme quelqu'un de grandiose, comme quelqu'un d'incroyable que tout le monde a envie de fréquenter, comme quelqu'un qui est admiré. Ils ne s'en rendent pas compte, leur intention c'est pas d'en faire exprès, c'est pas comme le pervers narcissique où on est dans un intentionnel destructeur, dans le trouble de la personnalité narcissique. On est vraiment sur des personnes qui sont tellement dans le besoin de s'idéaliser soi à travers le regard des autres pour pouvoir s'aimer, se reconnaître et avoir une estime d'eux-mêmes parce qu'ils n'en ont pas, que en fait ils vont se faire passer pour des personnes, avoir des attitudes et des comportements arrogants, odieux, un peu parfois sans s'en rendre compte, avec un manque d'empathie et presque à mépriser l'autre. Ils ne sont pas forcément dans le mépris de l'autre, mais ils vont avoir des attitudes et des comportements qui vont être désagréables à vivre quand on est dans l'entourage. Exemple, ça peut être, je sais pas moi, votre frère ou votre sœur, vous êtes à un repas de famille, là on vous pose la question, voilà comment ça se passe à ton travail, et là tu parles de ta promotion, et là arrive ton frère ou ta sœur narcissique qui dit « Ah mais c'est super ce que tu as vécu, c'est comme moi, quand j'ai vécu ça, nanana, et c'est moi, on est vraiment dans le moi-je. » En fait, ils vont te peindre un tableau où quand tu parles de toi, ils vont ramener ça à eux, et ils vont expliquer à quel point tout est grandiose chez eux. Par exemple, s'ils sont en famille avec toi, ils vont dire que ce sont leurs collègues qui sont merveilleux, qui fréquentent des gens exceptionnels, que leur métier est exceptionnel. Ça peut être n'importe quel métier, mais ils vont le vendre, en parler de manière à ce que tout est exceptionnel. Et puis, ils font des dons et c'est exceptionnel de faire des dons. Et puis, ils sont tellement exceptionnels et ils ont tellement besoin d'être admirés par leur entourage qu'ils vont vendre à quel point, en fait, tout ce qu'ils font, c'est le succès, c'est la réalisation, la pleine réalisation d'eux-mêmes, puisque dans notre société, malheureusement, on conçoit le succès et la réalisation à travers ce que l'on fait et pas forcément à travers ce qu'on est, ce qu'on ressent ou ce qu'on essaye de faire dans le don de soi, etc. On est vraiment dans le faire, dans la création, dans l'argent qu'on a. On est vraiment dans cette idée du paraître. Et du coup, si c'est ce qui est important dans la société, ils vont être dans un paraître incroyable, tout leur réussit. Donc ça, c'est vraiment le trouble de la personnalité. Il va vraiment reprendre toujours la main sur la conversation et ramener tout à lui et montrer à quel point tout est exceptionnel. Si c'est l'inverse, si il est au travail et que vous êtes son collègue, vous êtes son binôme ou c'est votre employé, il va montrer à quel point vraiment tout ce qu'il a mis en place, c'est incroyable, c'est exceptionnel. Et à quel point, puisque là vous êtes au travail, sa famille est exceptionnelle, son mari est exceptionnel, sa voiture est exceptionnelle, sa maison, son investissement. Vraiment, il sera toujours dans l'excès de ce qu'il met en place ou de ce qui existe autour de lui pour montrer à quel point vous pourriez l'envier, vous pourriez aimer être à sa place, etc., etc. Il a une telle mésestime de lui, il a un tel manque d'amour de lui-même
qu'il n'est pas capable de faire face à cette mésestime de lui, à cette mauvaise estime de lui, à ce manque d'amour parce que ça lui demanderait de travailler sur lui-même et que ça reste un trouble. Donc c'est quelque chose qui est dans sa structure et qui ne peut pas être enlevé comme ça. Il y a vraiment tout un ensemble de soins à mettre en place. En général, ce sont des gens qui sont suivis par des psychologues, possiblement aussi ils ont des thérapies très spécifiques parce que ce trouble est vraiment très très profond, très enfoui en eux parce que c'est dans l'enfance que ça se passe. Alors, d'où ce trouble provient-il? Il va tout simplement provenir de deux choses, à mon sens. La première chose, c'est d'un système familial défaillant, des parents dysfonctionnels, des parents qui ont été possiblement maltraitants, qui lui ont montré à quel point cet enfant pouvait être dégueulasse, pouvait être une merde, pouvait être humilié, enfin voilà. C'est des parents qui ont vraiment maltraité cet enfant ou qui ont eu un autre type d'attitude, pas forcément dégradante, mais qui ont eu un fonctionnement avec cet enfant mauvais, un dysfonctionnement. Un enfant, quand il faisait du mal ou quand il faisait des choses qui n'étaient pas forcément bien à faire pour les autres, eh ben, il a été applaudi pour ça. Donc en fait, son système d'amour de soi est complètement retourné, il est renversé, c'est-à-dire on va lui montrer à quel point écraser l'autre, dénigrer l'autre, humilier l'autre, ben c'est pas grave, ça fait de toi une personne bonne, être éduquée. Il va même apprendre qu'il faut être meilleur que les autres pour exister, pour être aimé par les autres. Bref, c'est un système défaillant, il y a vraiment tout un tas de fonctionnements au sein de la famille dysfonctionnelle qui ont produit chez cet enfant ce trouble dans l'enfance. Et donc, je ne peux pas dire exactement quelles sont les attitudes et les comportements des parents qui ont amené cet enfant à avoir ce trouble, puisque ce sont des comportements et des attitudes quotidiennes, multiples, récurrents, qui ont amené cet enfant à vivre. Et ça prend en compte beaucoup de paramètres divers et variés. Et de plus, c'est pas parce que vous avez ces parents dysfonctionnels que vous allez forcément, vous, avoir ce trouble. Vous pourriez avoir la même histoire que cette personne qui a un trouble de la personnalité. Ça se trouve, vous ne développeriez pas ce trouble de la personnalité. Donc il faut aussi prendre ça en compte. Il y a l'environnement, il y a le système défaillant de l'éducation des parents et il y a aussi la personnalité de cet enfant qui est important à prendre en compte. D'où le fait que ce sont souvent des gens qui sont suivis. C'est un trouble sérieux, un dysfonctionnement interne de la personne très sérieux à prendre en compte. D'accord. Et aussi, je voudrais ajouter que la deuxième chose qui ont tendance à amener le trouble de la personnalité chez les enfants, c'est le comportement de l'enfant roi. C'est le fait que cet enfant n'a pas de cadre, le fait que cet enfant, peu importe ce qu'il fera de bon et de mauvais, le comportement de l'enfant roi aura tendance à déstructurer l'estime de soi que l'enfant peut avoir avec lui-même, aura tendance à dénaturer en fait le narcissisme, le bon et le mauvais narcissisme. Il y aura peut-être plus les mêmes limites qu'il y a quand on éduque un enfant, quand on met un cadre, quand on lui dit ce qui est bien et ce qui n'est pas bien de faire. Mettre un cadre, en fait, c'est leur faire comprendre qu'il y a une structure, en fait, dans les comportements à avoir, dans les attitudes, dans l'être, dans le paraître, et que tout ça, quand c'est pas mis en place dans l'enfant, eh ben l'enfant, il va pas forcément l'apprendre tout seul, et ça peut avoir des conséquences, ça peut développer le trouble de la personnalité narcissique ou d'autres choses. C'est juste un exemple et c'est une interprétation. Je ne dis pas que c'est vrai à chaque fois, mais l'éducation engendre des dysfonctionnements chez les enfants qui plus tard deviennent des adultes. Pour info, la souffrance de l'adulte provient de la souffrance de l'enfance qu'il a eue. Les adultes souffrant aujourd'hui sont des enfants qui ont souffert. Ma chaîne s'appelle Les Enfants de la Lumière parce que on va parler de l'enfant intérieur, de l'enfant que vous avez été. Le cadre et l'éducation sont importants pour les enfants et aura un rôle à jouer dans sa structure interne en fait. Tout simplement, voilà. Et bien sûr que ça joue sur le rapport de soi à soi. Et maintenant, quelle différence entre le trouble de la personnalité narcissique, qui est donc inclus dans le DSM, et le pervers narcissique? Le pervers narcissique, dans le pervers narcissique, il y a le terme pervers. Or, qu'est-ce que la perversion? Si vous regardez pareil de nouveau dans tous les dictionnaires que vous voudrez, pervers, c'est tout ce qui est enclin à faire le mal, ou bien à pervertir. Comme vous l'avez déjà peut-être entendu citer, c'est Paul-Claude Racamier qui, dans les années 80, a été le premier à parler de perversion narcissique, a utilisé ce terme précis. Le pervers narcissisme, c'est un peu comme la personne qui a le trouble de la personnalité narcissique, elle va vivre dans la projection d'elle-même, elle va vivre dans le narcissisme de l'autre en fait. Elle va vivre dans ce que l'autre représente pour elle, elle va vivre dans ce que l'autre est pour elle, mais l'autre n'est pas elle. Le pervers narcissique est donc une personne qui, pour moi, a
en quelque sorte ce trouble de la personnalité narcissique, mais en tellement plus puissant car il y a d'autres concepts dans la perversion narcissique qu'on va retrouver, des concepts comme de l'inceste, des concepts aussi comme une personne qui aime et qui prend plaisir à provoquer chez l'autre la souffrance parce que c'est une personne qui a besoin de se nourrir de la souffrance pour contrecarrer la sienne parce que la personnalité, le pervers narcissique est tellement dans la souffrance que le seul moyen de faire taire cette souffrance, le seul moyen de détruire sa propre souffrance, c'est de provoquer la souffrance chez l'autre parce que l'autre, vous, c'est-à-dire probablement sa proie, sa victime, ou cet enfant que vous avez été quand vous avez été enfant de pervers narcissique, vous l'avez nourri. Le pervers narcissique a besoin de se nourrir de ce que l'autre lui donne, de ce qu'il va prendre chez l'autre. Mais c'est lui qui décide ce que vous êtes et ce que vous devenez. À aucun moment, vous n'avez le droit d'être, d'exister. Le dévoreur d'âme. Ah oui, alors sachez que sur ma chaîne vidéo, j'appellerai le pervers narcissique le dévoreur d'âme. On ira voir ensemble plus tard pourquoi. Mais sachez que le dévoreur d'âme, il est tellement plus que ça. Il y a déjà des notions qui dépassent la psyché humaine, qui dépassent la structure interne de la personne, qui dépassent donc la structure psychologique. On va aller voir tout ça ensemble, mais la principale différence qu'il y a entre le trouble de la personnalité narcissique et le dévoreur d'âme, c'est que celui-ci, tout ce qu'il cherche à faire, c'est se nourrir de vous, c'est vous dévorer dans votre entièreté. Et ce n'est pas simplement dans un rapport de narcissisme, ce n'est pas juste votre narcissisme qui cherche à aspirer parce qu'il n'en a pas et qu'il a besoin, comme la personne qui a le trouble de la personnalité narcissique, a besoin d'exister dans le regard de l'autre et donc fonctionne en permanence dans la projection, ce qu'elle projette chez vous parce qu'elle souhaite, la personne qui a le trouble de la personnalité narcissique souhaite voir dans votre regard à quel point elle est grandiose. Le dévoreur d'âme, c'est tellement plus puissant que ça. C'est vraiment destructeur parce que lui, il a besoin de faire le mal et c'est même plus fort que lui. Il faut bien comprendre que la différence entre la personne qui a le trouble de la personnalité narcissique et le dévoreur d'âme, c'est que la première personne, elle ne cherche pas volontairement à vous détruire et à vous faire du mal pour exister. Elle a un trouble, c'est-à-dire que c'est quelque part plus fort qu'elle, de toujours vouloir paraître grandiose, arrogante et de peindre un tableau où tout ce qu'elle vit et tout ce qu'elle est et tout ce qui l'entoure est merveilleux. Parce qu'elle ne s'aime pas et qu'elle ne sait pas comment faire autrement pour s'aimer, parce qu'il y a comme une petite fracture à l'intérieur d'elle. Le dévoreur d'âme, c'est plus qu'une fracture intérieure, il n'y a pas une seule faille. Moi, je vais vous en parler et si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner et à aller voir mes prochaines vidéos. Je vais aborder plus en profondeur avec toi ce qui est le pervers narcissique, qu'est-ce qu'il est exactement, ce qu'est le dévoreur d'âme et pourquoi je l'appelle comme ça et pourquoi ce terme pourrait éventuellement vous plaire. Je t'invite à aller voir mes prochaines vidéos. Cette vidéo est déjà assez longue donc je vais m'arrêter ici. Maintenant que je vous ai présenté le narcissisme, le bon et le mauvais, qui ne sont que des traits de caractère, et nous avons le trouble de la personnalité narcissique. Et ensuite, il y a la perversion narcissique qui est carrément la destruction de la proie par le dévoreur d'âme. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce j'aime pour le référencement sur YouTube. En attendant mes belles lumières, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si tu penses qu'elle peut être utile à d'autres personnes, n'hésite pas à la partager. En attendant, je te souhaite une merveilleuse journée et je t'envoie plein de bisous d'amour et de lumière et je te dis à bientôt.